Bonjour Eva, Bonjour Marion. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci de m'inviter, d'être là. Bah, merci. Donc du coup, tu es fondatrice, tu as créé ta plateforme de formation sur le développement durable qui s'appelle Ressources cette année. Donc Ouais. tu as quand même une bonne expérience dans le domaine de la cosmétique, hein. On te connaît depuis pas mal de temps déjà, en tout cas Pourtant, je suis jeune, regarde, on dirait pas. Moi aussi, je suis très jeune, je m'en dirais pas, tu vois. Mais justement, on se suit un petit peu depuis pas mal d'années, on va dire. Et on Ouais. est toujours aussi merveilleuses. Aussi pimpante. Exactement, exactement. Et donc justement, je trouvais intéressant de parler avec toi de développement durable parce qu'on entend beaucoup parler et justement, je voulais savoir pourquoi tu avais décidé de lancer justement ta plateforme de formation sur le développement durable. Moi, j'ai toujours travaillé en fait dans soit les médias, soit l'information. Et moi, mon vrai cheval de bataille, c'est de rendre accessibles des informations qui sont techniques, compliquées, etc. Et en ce qui concerne le développement durable, je me suis aperçue il y a déjà quelques temps qu'il y avait une vraie mécompréhension, en tout cas mauvaise appréhension du développement durable. Et je trouvais qu'il y avait besoin d'expliquer et de vulgariser un peu le langage technique et le langage super scientifique. Parfois, ça peut être très scientifique ou parfois c'est très RSE, c'est-à-dire responsabilité éthique et sociétale. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met derrière? Et donc, du coup, j'ai toujours été, pour moi, l'innovation et l'information qui est pratique et qui est applicable tout de suite. Et donc, du coup, j'ai voulu développer ressources dans ce sens-là pour aider les marketing, pas que les marketing, mais les marques, les gens qui s'occupent du développement produit et des allégations et du marketing, à comprendre en fait comment, en pratique, ils pouvaient modifier leurs produits pour être demain meilleurs pour l'environnement. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'ai monté ressources. D'abord avec un cours package sur l'emballage, le packaging. Après, je suis en train de travailler sur le cours sur la formulation, qui pour moi sont deux éléments de base qu'il faut connaître, que tous les professionnels doivent connaître. Et derrière, je vais travailler sur des petits modules type les revendications marketing, est-ce qu'on a le droit de dire ou pas, qu'est-ce qui est du greenwashing. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux, c'est pas très clair. Ou quelles sont les certifications qu'il faut avoir. Il y a aussi beaucoup de certifs aujourd'hui, c'est compliqué. Donc moi, mon idée, c'est vraiment, alors c'est vrai que c'est une plateforme de formation, mais pour moi, c'est un hybride entre la formation et l'information. Tu vois, je vais faire pas mal d'enquêtes comme un journaliste sur ce qui se passe et j'en sors un contenu de formation. Et à côté de ça, je fais des news régulières pour donner de l'information que sur le développement durable, voilà, spécifique là-dessus. Ouais, Voilà, voilà. ouais, mais c'est super parce que justement, ce sont des nouvelles notions qu'on n'avait pas du tout abordées nous quand on a commencé, entre guillemets. C'était vraiment c'est très novateur. En tout cas, ça commence à se développer. Et c'est justement intéressant de proposer ces formations pour justement aider les personnes qui veulent faire du développement durable à appréhender ces notions, ces nouvelles notions. Ouais, mais pour moi, en plus, tout le monde est concerné, c'est-à-dire maintenant, toutes les marques elles doivent switcher vers des meilleurs produits. Et techniquement, quand tu es en charge du marketing et tu dis, bon, il faut que je modifie ma gamme, par où je commence en fait? C'est Mhm. la grosse question. Parce qu'il n'y a pas c'est très compliqué le développement durable, il n'y a pas de solution one fits all. Tu vois, il n'y a pas de solution qui va à tout le monde. Et donc, en fait, il faut produit par produit, marque par marque. Et c'est pour ça que moi, je vais donner le pouvoir au marketing parce que ils ont des responsables packaging, ils ont des responsables innovation R&D. Mais le marketing, c'est quand même lui qui décide à la fin et qui va être confronté aux consos qui vont lui dire attention, tu te moques de moi, c'est du greenwashing, etc. Et donc, ils ont besoin de cette info technique, pratique, tout en ayant un regard marketing derrière. Donc, c'est vraiment ce que j'apporte. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, et justement, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu entends par greenwashing exactement? Alors, le greenwashing, pour moi, c'est toutes les notions où on met du vert un petit peu dans notre discours sans vraiment être très green, très impactant pour l'environnement. Je vais te donner un gros exemple, hein. C'était il y a quelques années déjà, parce que tu vois, le développement durable, on en parlait beaucoup il y a 20 ans, ça a commencé il y a 20 ans, mais c'était typiquement du greenwashing. Un gros exemple en France, par exemple, McDonald's, qui a passé son logo du rouge au vert et qui avait Ah, été considéré comme du greenwashing parce qu'en fait, sous prétexte qu'ils passent un logo rouge au vert, eh ben, ils deviennent un petit peu plus green pour l'environnement, etc. Et c'est vrai que quand tu regardes, moi je suis basée en Angleterre, quand tu regardes McDonald's là-bas et McDonald's en France, c'est pas du tout les mêmes moyens de communication. Et, euh, et d'ailleurs, McDonald's est mieux perçu en France. Et pour cause, hein, ils ont vraiment changé leur recette, ils ont amélioré des choses. Mais au départ, ils ont commencé par un peu de greenwashing dans le sens où ils ont juste changé la couleur de leur logo. Et typiquement, c'est ça un peu le greenwashing. C'est de dire on est plus vert que vert, mais on n'a vraiment rien changé. On a juste changé la cosmétique, c'est-à-dire l'extérieur, mais sans vraiment changer fondamentalement la manière dont on fonctionne. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple
pour moi, le greenwashing, c'est combattre un peu les idées reçues. Une des grosses claims, une des grosses allégations que je combats pas mal, que je trouve un petit peu dangereuse, c'est dire zéro plastique ou zéro waste. Je trouve que c'est hyper dangereux, zéro déchet. Parce que, par exemple, tactiquement, aujourd'hui, c'est rien n'est zéro déchet. Et Dès oui, l'instant où tu fabriques ok. quelque chose, ouais, voilà. Dès l'instant où tu fabriques quelque chose, tu fais du déchet. Et il y a quelqu'un qui m'a dit: «Oui, mais si mon packaging, il est zéro déchet». La grosse Ah tendance oui. en ce moment, par exemple, c'est de transformer, ton pot de crème en pot de fleurs. Bon, OK, mais à un moment donné, tu vas pas faire, 50 nouveaux pots de fleurs dans ta maison. Oui, mais Heu, même pour le fabriquer, parce que pour fabriquer, il y a quand même eu le déchet de l'usine, entre guillemets, pour, qui a fabriqué le packaging. Donc le Bah, zéro bien sûr. déchet, en fait, il faut voir dans la globalité de la Exactement. production. Mm. Ben voilà, moi, ce que j'ai découvert en fait en faisant, enfin en tout cas ce que je recommande maintenant aux marques, c'est et c'est ce qui se dit beaucoup au niveau réglementaire, c'est ce qui est en train d'arriver auprès des marques, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une allégation environnementale, il faut que ce soit sur tout le cycle de vie du produit. Ça Mhm. ne peut pas être seulement sur un seul aspect. Si tu as des étiquettes qui sont en papier et qui sont biodégradables, bah, ça ne suffit pas pour dire que ton packaging est clean. Tu vois. Donc c'est ça, effectivement, le zéro waste. Et en plus, même si par exemple, tout ce qui est cosmétique solide, c'est beaucoup zéro waste aujourd'hui. Mais tactiquement, tu utilises beaucoup d'eau en fait à la maison pour transformer ces formules qui sont solides. Et parfois, tu utilises plus d'eau que si tu avais une formule qui était en liquide en fait au départ. Donc tout ça, ça crée du waste parce que ça crée du déchet parce que ton eau, une fois qu'elle est consommée, ben, elle va dans comment dire, les usines de nettoyage et de transformation et elle est réintégrée dans le système. Donc ça fait des déchets. Donc c'est pour ça que pour moi, typiquement, le greenwashing, c'est dire je suis éco-friendly. Bon, ok, Ça tu es veut dire bonne pour quoi? l'environnement, mais Mm. tu savais Mm. dire quoi? En vrai, tu fais quoi? Concrètement, c'est quoi, hein? Ouais, ouais, concrètement, il y a quoi derrière? Tout ce qui est zéro waste, zéro déchet. Zéro plastique aussi, c'est dangereux parce que, demain, on aura toujours besoin du plastique, en fait. Typiquement, on ne sait pas faire de pompe. Une pompe pour un parfum ou un shampoing ou peu importe, on ne sait pas la faire sans plastique et on a besoin du plastique et aujourd'hui, le plastique reste un des meilleurs éléments pour protéger certains produits cosmétiques et donc communiquer sur les zéro plastique aujourd'hui, si demain, par exemple, une indie brand, elle est en train de lancer une marque, etc. Et puis elle a zéro plastique parce qu'elle a que de l'aluminium et du verre, admettons, hein. Et si demain elle étend sa gamme et elle met une pompe, bah, comment est-ce qu'elle revendique le zéro plastique? Elle peut pas. Et Mm. donc en fait, je trouve que toutes ces revendications qui sont noires ou blanches, en fait, pour ou contre, c'est ça qui pour moi rentre un peu dans le greenwashing parce que rien n'est aujourd'hui noir ou blanc, tout est plus ou moins nuancé parce que rien n'est vraiment complètement bon pour l'environnement ou complètement mauvais. Il y a des curseurs à faire évoluer, il y a des choses qui sont mieux ou moins bonnes. Et donc, toutes ces revendications qui sont un peu trop simplistes, pour moi, sont à éviter maintenant Ouais. autant que possible. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est aussi d'avoir travaillé peut-être plus sur la cohérence générale et globale de sa marque et savoir qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire en fonction de aussi de sa marque et la cohérence qu'on veut avoir, une globalité. Ben, exactement. Effectivement, les marques, elles ont aussi un savoir-faire, elles ont un écho aujourd'hui, elles ont une âme. Tu vois que les gens achètent une marque parce qu'ils font confiance à une marque. Et aujourd'hui, il suffit plus d'être juste vert en fait, environnemental. Il faut vraiment c'est une approche globale et les gens vont acheter parce qu'ils achètent une personne, si tu veux, une personnalité d'une marque. Ils n'achètent pas parce que tu as fait un capot qui est meilleur ou une boîte qui est meilleur pour l'environnement, tu vois. Donc, c'est une vision globale. Et dans ce sens-là, il y avait un sujet qu'on voulait aborder. Oui, la diversité. Ouais, dans ce sens-là, je pense qu'en fait, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas de diversité. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les marques de cosmétiques, tous les gens qui sont à la tête de ces marques-là ou au développement de produits de ces marques, bah, c'est tous des blancs de classe moyenne, quoi, ou classe haute. Et donc, du coup, comme ce sont des gens qui sont concernés par ça, aujourd'hui, il y a un petit peu aussi une façon de penser qui dit qu'en fait, le développement durable, ça concerne que les riches, c'est un problème de riches, en fait. Parce que effectivement, les gens qui n'ont pas trop d'argent, bah, ils veulent d'abord se nourrir. C'est ça qui est important pour eux. Donc, en fait, que ce soit emballé dans un aluminium ou un plastique ou un carton, ils s'en fichent. Certaines personnes veulent juste d'abord avoir les moyens de vivre De se normalement laver, de se laver s'ils peuvent se et laver. de se laver et tout ça. Et c'est vrai que c'est un problème de blancs et de riches, le développement durable, parce qu'on est plus avancé. Donc, en fait, quand je parle de diversité,
je pense qu'il faut essayer maintenant de recruter et d'aller chercher des gens un peu plus loin, de pas se suffire de ce qu'on a dans ces entreprises parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple aussi l'accessibilité des produits cosmétiques. C'est très compliqué pour les problèmes pour des gens qui ont des problèmes de comment dire? Aux mains ou des problèmes d'handicap, d'utiliser les produits cosmétiques aujourd'hui. Parce qu'un capot, ça glisse, dans la salle de bain, même se maquiller avec des produits, c'est compliqué parce qu'en fait tout est fin et tout est adapté pour les gens qui sont, qui ont des facilités naturelles si tu veux, mais c'est pas vraiment accessible. Il y a aussi la question de la couleur de peau. L'autre jour, j'étais chez une marque, de maquillage assez luxe et la vendeuse était noire et donc du coup, je me suis arrêtée, je me dis: «Mais c'est chouette et tout, c'est divers et tout chez vous?» Elle me fait: «Non, non, vous vous trompez, enfin, je suis juste la vendeuse», c'était en magasin, en grand magasin. Elle me dit: «C'est vrai que le fait que moi je sois noire, ça attire beaucoup de jeunes femmes aussi de la même couleur de peau, mais sur la gamme, j'ai 3 couleurs qui me vont, sur une gamme de 15-20 couleurs». Donc, c'est pas simple. Je dis pas que c'est facile et on va y arriver demain, mais il faut commencer à se challenger, à arrêter d'aller vers le facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de blancs dans la cosmétique parce que ça a commencé comme ça et c'est comme ça que ça a commencé. Mais il faut aller chercher ailleurs. Et quand on crée une marque, par exemple, je fais partie d'une board d'une marque qui est naissante en maquillage et je leur dis: «Mais attendez, il faut des gens de couleur dans votre board aussi». «Ah oui, on n'y avait pas pensé». Je dis: «En 2021, il faut des gens, surtout sur du maquillage». Et donc du coup, voilà, moi je challenge vachement mais c'est facile pour moi parce que je suis blanche, donc je fais partie du système, si tu veux. Mais je pense que nous, en tant que personne, il faut qu'on se challenge et qu'on se dise, bon, bah, voilà, il faut aller chercher la diversité de background, de richesse, tu vois, de culture et de couleurs et tout ça, quoi, en fait. Il faut se mélanger parce qu'il n'y a pas que le pot, il n'y a pas que l'impact carbone, il y a aussi l'impact sur les gens, en fait. Voilà. Mm. Et puis la diversité, ça va amener aussi des nouvelles idées et d'enrichir en fait, la marque, l'histoire. Bah, exactement, parce qu'en fait, si tout le monde pense pareil, parce qu'on a fait tous les mêmes études, bah, on n'est pas challengé et puis finalement, on va droit au mur, en fait. Mais j'ai Donc, l'impression quand même aux États-Unis, par exemple, il y avait quand même plus de marques de maquillage qui proposaient justement des teintes. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi culturel au niveau des certains pays. c'est sûr qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus divers et du coup, il y a plus de marques, mais je pense que c'est sur les marques, les legacy brands, comme on dit, les marques plutôt, les très grandes marques type L'Oréal, Estée Lauder, etc., où ça manque de diversité. Regarde au niveau des PDG, au niveau des gens qui dirigent. C'est pas forcément que les gens qui sont au marketing, mais toute la direction des entreprises, c'est quand même encore beaucoup de blancs, en fait. Mhm. Donc, tout ça, tant que ça ne change pas, et c'est encore des hommes. Hein. L'autre jour, j'étais à une réunion en Angleterre de l'industrie beauté. Et le PDG, c'était un homme blanc français. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Enfin, c'est bien, mais on en voit trop des gens comme ça, en fait. Donc, et du coup, tant qu'en fait, c'est les mêmes gens qui dirigent, on ne changera pas vraiment de cap. Mais c'est vrai qu'il y a des indies, il y a plein de choses qui changent, ça évolue, etc. Mais je trouve qu'il faut encore plus se challenger et il faut recruter des marques comme ça. Il y a des marques, de toute façon, qui se font racheter par les grands groupes et ça évolue de toute façon. Mhm. Mais il faut penser à ça de manière vraiment systémique, en fait, maintenant. Mm. Oui, et que de toute façon, si on veut aller dans le développement durable, il faut s'ouvrir et développer la diversité, quoi qu'il arrive, dans les entreprises et aussi dans les points de vue et dans les produits. Exactement. Et dans les personnes, en fait, parce que il y a des choses auxquelles c'est vrai que la diversité de culture et de background permet de challenger les idées reçues, en fait, de challenger ces choses-là. Voilà, donc c'est intéressant. Ah, c'est intéressant, tout à fait. Et donc ensuite, tu voulais qu'on discute un petit peu de marques justement qui innovent en développement durable. Donc pour toi, quelles sont Ouais. les marques? Alors, il y a des super marques. Par exemple, je pense à une marque américaine qui s'appelle Mega Babe. Et ils sont vraiment sur une niche. Typiquement, ils s'adressent aux femmes qui sont en surpoids. Et ils font en fait des déodorants ou des huiles, qu'on appelle ça pas des huiles, mais des baumes pour le corps, pour des parties de la peau qui seraient un petit peu gênantes. Par exemple, ils font des baumes pour les cuisses. Par exemple, en tant que femme, si tu portes des jupes, si tu as les cuisses qui se croisent, parce que, mais pas, c'est pas que les gens qui sont en surpoids, hein, toutes les femmes globalement, quand tu Oui, les normalement, cuisses qui les bougent, gens se touchent. et ça brûle les jambes en fait. Et donc du coup, ils ont développé des produits que pour ça. Et ils s'appellent Mega Babe. Je trouve ça génial en fait. Et sur Unique. leur com, sur leur com, ils sont hyper ouverts. Et du coup, ils sont vraiment sur une niche. Et donc, ils sont que sur les produits. Par exemple, ils ont aussi le boob sweat. C'est pour tout ce qui est, si tu as, tu vois, sous les seins, Ah, si tu as les seins en qui sueur? suintent aussi, normal en fait. Je veux dire, c'est pas besoin d'être en surpoids. N'importe quelle femme peut avoir ça. Et du coup, c'est des baumes que tu mets à certaines parties du corps pour éviter d'avoir des problèmes de frottement
blanchiment de peau et donc du coup d'irritation et de problèmes de peau. Ce qui est génial, c'est hyper niche, mais c'est hyper intéressant. Et je Comme quoi, trouve il ne qu'on faut pas voit avoir pas. peur de la niche, en fait. C'est encore Ben possible. voilà, Des produits et on niches. voit pas ça dans les grandes marques parce qu'en fait, en plus, ils ont une communication super décalée, mais c'est hyper intéressant. Je trouve ça génial parce que du coup, ils s'adressent à une niche. Pour parler aussi encore d'une niche, il y a la marque Col Créative. Ça s'écrit Khol, créative, KR, créative avec le au début un K. Et là, ils s'adressent à des gens handicapés. Et du coup, en fait, au lieu d'avoir fait des stylos de maquillage rond, ils ont fait des stylos carrés. En fait, tu vois, Ah. les manches pardon, Oui, enfin, le crayon, il est en fait carré au lieu d'être rond, quoi. C'est les pas manches, voilà, les manches des crayons, mais aussi les manches qu'on appelle ça, des brosses, etc. pour ça, s'appliquer le maquillage. Ils ont des brosses un peu différentes. Au lieu d'avoir des bouts, tu vois, la brosse au bout, ils ont la brosse, en fait, qui s'applique comme ça, en fait, tu tapotes, en fait, si tu Ah, veux. La d'accord. brosse, elle est en longueur, elle est en pinceau plat, si tu veux. C'est plutôt un pinceau plat, ce qui est super intéressant. Et pareil, sur leur com, ils font appel à certaines personnes et tout ça. Et du coup, c'est intéressant. Après, sur les marques Legacy, par exemple, on a Pierre Fabre, hein, qui est hyper intéressant. Ils ont lancé leur index environnemental où ils calculent, ils donnent ils calculent, si tu veux, l'impact environnemental sur leurs produits. Et ils ont mesuré l'impact social, sociétal, l'impact produit, packaging et l'impact ingrédient. Donc, ils sont allés sur tout le scope. Et d'après ça, ils donnent une note A, B, C ou D à leurs produits en fonction de l'impact environnemental. C'est Parce qu'ils eux-mêmes qui ont défini tous les critères. Ouais, c'est eux-mêmes qui ont défini, ils ont mis ça de manière open source, ce qui veut dire que toutes les marques peuvent avoir accès à ça, mais c'est hyper intéressant, tu vois, ils ont fait des recherches, ça fait des années qu'ils travaillent sur des cycles de vie de leurs produits, et ils ont développé ça. Alors après, les gens peuvent se méfier en disant, oui, mais c'est la propre marque, c'est comme si moi, je me notais moi-même. D'accord, mais ça leur donne un peu, comment dire, des moyens d'action et des leviers à faire évoluer en fonction de leur impact. Oui, c'est un premier Euh, pas aussi, aussi aller vers quelque chose de nouveau et différent. Et c'est une manière aussi d'être transparent, même si on Exactement. C'est nous. déjà transparence. Donc, en parlant de transparence, Guerlain, justement, a parlé de choses hyper intéressantes. Ils ont lancé il y a quelques années déjà la plateforme Bee Respect, le respect des abeilles. Et en fait, là-dessus, ils montrent sur un capot ou sur un parfum qui est le fournisseur de chaque produit. Le capot qui a fait le capot, qui a fait le pot, qui a fait la bouteille, qui a fait le parfum, etc. Et tu peux aller sur la plateforme et tu peux voir où sont fabriqués tous les produits. C'est hyper intéressant, tu vois, en termes de développement durable. Et en parlant de ça, ils ont relancé leur gamme de parfums rechargeables avec la bouteille classique de chez Guerlain où tu peux maintenant recharger ton parfum. C'est hyper intéressant, c'est sur le luxe. Et typiquement, je trouve que le luxe et le prestige se prêtent vraiment au développement durable. Parce que on est par exemple aujourd'hui, on achète un pack, on l'utilise et on jette tout. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y aurait du sens à garder son pot mère, si tu veux, ou son emballage mère ou père, comme tu veux, et après dans lequel on met l'emballage fille qui est la recharge. Et Mm. typiquement, le luxe, ça s'y prête parce que tu vas garder ton pot, il est magnifique, Oui, magnifique, c'est clair. Et puis c'est un coût, hein, tout à fait. Et ça me fait penser justement, tu te rappelles, à Thierry Mugler, il a été quand même assez avant-gardiste quand il avait ouais, lancé son premier les parfum. fontaines. Oui, avec les fontaines, exactement. Tu allais, allais dans un magasin remplir avec les fontaines. Et ça, c'est. Voilà, et maintenant tout le monde s'y met. Mm, Ouais. mm. Non, non, c'était hyper avant-gardiste. C'était chouette à l'époque. Et du coup, c'était dans les années début 2000, je crois, il me semble, non? Ouais, je pense, ouais. Voilà, et du coup, c'était. Mais maintenant, tout le monde s'y met. C'est ça qui est intéressant. C'est que tout le monde se met à ça. Après, les enjeux du rechargeable, c'est les doubles références en magasin, l'espace de recharge. Donc, il va y avoir une transition un peu compliquée où ça va être compliqué de se battre pour l'espace et pour les nouvelles applications parce que ça nécessite aussi une transformation de la chaîne aussi d'approvisionnement. Mhm. Donc, on va prendre un peu de temps, mais je pense que c'est l'avenir, oui, la Alors, recharge. tout à fait. Et en même temps, je pense que c'est aussi le moment parce que de toute façon, il va y avoir des changements au niveau des magasins puisque je pense que maintenant, les gens qui vont acheter en magasin, ils veulent vivre aussi une vraie expérience, entre guillemets. Donc, c'est peut-être aussi le moment de changer tout ça. Exactement. Puis en plus, ça favorise la loyauté. Les gens continuent à rester du coup avec la même marque s'ils rechargent. Non, c'est hyper intéressant. Après, on va voir, je pense, dans les années à venir ce que ça va donner, comment les gens vont vraiment l'adopter, comment les marques vont transformer leur modèle. Mais ça va être intéressant à regarder. Ouais. Mm. Ouais, c'est super. En tout cas, merci beaucoup Eva donc, pour toutes ces informations et ce partage justement sur le développement durable. En effet, je pense que ça vaut le coup d'aller plus loin et de se former et d'aller chercher les innovations et de diversifier toutes les sources et de regarder ce qui se fait aussi pour être aussi inspiré. C'est ça aussi l'innovation. Ouais. Et Ouais, comment, exactement. oui.
Est-ce Et que c'est pour ça que moi, j'ai lancé Ressources pour justement, parce qu'en fait, je pense que si on ne se forme pas, on va vers le greenwashing, on va vers des idées reçues. Et il est important pour moi que les professionnels se forment sur le développement durable pour comprendre les enjeux, avoir une vision globale, une vision aussi produit, pour mettre en place après des meilleures solutions. alors Voilà. justement, comment on fait pour te contacter et aussi Ben, on va laisser peut-être mes coordonnées, mais moi, on peut me trouver facilement sur LinkedIn, Eva Lagarde. Et d'après ça, on retrouve ma société Ressources, re-source au pluriel.co. Sur mon site, il y a toutes les infos. Et là, je suis en train de développer tous les différents modules de formation. Et on n'hésite pas à me contacter. Sur LinkedIn, c'est le plus simple. Voilà. super. Bah, merci beaucoup OK. Eva en tout cas. Je te souhaite une Merci. belle continuation et je te dis à bientôt. Merci Marion. À bientôt. Au revoir.